OK, donc on va aujourd'hui parler de drafting de façon un petit peu plus élaborée là, que par le passé, c'est-à-dire qu'on va recréer une feuille à dessin, c'est sûr, mais on va surtout commencer à mettre des codes, faire des réglages. Donc c'est un paquet de petites choses de drafting, puis c'est sûr que de connaître les deux, trois fonctions de base va vous permettre de vous débrouiller, mais c'est que si vous voulez faire de la cotation, puis être capable de faire des dessins complets, être capable d'organiser vos cotations comme vous devez le faire, ben, ça vaut la peine peut-être d'investir un petit peu de temps dans l'exploration des différentes commandes. Donc, on se rappelle qu'on peut commencer un dessin de deux façons différentes. C'est-à-dire que si vous commencez un dessin en faisant un fichier nouveau dessin, ben, vous tombez dans un environnement où on va vous demander de déterminer la grandeur de votre feuille et où vous allez finalement choisir un certain nombre de choses, mais vous allez tomber ni plus ni moins sur une feuille vide. Ce qui va finir par apparaître un jour. Donc, feuille vide dans laquelle, pour en partant organiser votre feuille, ben, vous serez possiblement intéressé à venir éditer le fond de calque. Pour être capable d'utiliser l'option ici d'insertion de cadre et cartouche, qui, à travers un certain nombre d'options, vous donnera accès à ce que vous cherchez. Donc, par exemple, si je voulais une feuille standard ici, puis que j'ajoute ça, ben, je vais avoir ce qui est défini par défaut dans le système. Puis, on comprend qu'ici, j'ai une feuille de format A, donc feuille 8,5 par 11 ordinaire, et où on a un cartouche qui en prend le tiers. Donc, si vous avez dessiné un washer ou une petite tige qui mesure 1,5 pouce de long par un quart de pouce de diamètre, on est correct. Mais si vous cherchez à faire un dessin d'assemblage avec 92 pièces, une liste de pièces, tout ça, ben on oublie ça. Donc, le format ici est très mal défini à mon goût. En tout cas, je trouve que ça prend trop de place. Et de toute façon, puisque dans ce cours-ci, moi, j'exploite le logiciel plus que ce que vous allez faire avec le logiciel. Donc, moi, mon but, c'est de vous montrer à utiliser le logiciel. Ce que j'aime mieux faire à ce moment-là, pour la partie dessin, c'est de ne pas commencer avec un nouveau dessin. Vous avez vu comment ça se passait. Dans certains cours, on va vous demander une feuille d'usinage, on va vous demander ici ou ça. Vous irez chercher ce qu'on vous demande et vous travaillerez avec. Mais ici, moi, j'aime mieux créer à partir d'un fichier existant. Et dans le dossier de classe construction, vous allez retrouver un dossier format dans lequel vous devriez retrouver une feuille format D. Il faudra que je revérifie qu'est-ce qu'est le underscore 1, là, mais c'est deux formats D en tout cas. Mais c'est qu'un format D, comme je vous l'avais déjà mentionné, a l'avantage, lorsqu'on l'imprime à l'échelle sur un format B, sur les feuilles sur les imprimantes laser, de pouvoir s'imprimer, si on va tout de suite à ça, fichier imprimé. Quand je vais chercher un format 11-17, OK, ou BANSI tel que défini ici, ben, en faisant une rotation et en ajustant la page, ben, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'espace blanc tout le tour, c'est-à-dire que le ratio des grandeurs d'un format D et celui des grandeurs d'un format B est semblable. Donc, c'est ce qui est le plus optimal là, pour entrer sur une feuille de format B. Si on passait ensuite au format E, qui est le format industriel standard, format E ou format A0 plutôt, on est capable de le faire aussi, mais on va avoir des bandes blanches qui apparaissent, je crois, en haut et en bas. Donc, sur les côtés longs de la feuille. Donc, on perd un peu d'espace. Moi, j'aime mieux optimiser, là, étant donné que je fais rien là, qui est dû à un brevet ou quelque chose du genre. Donc, mon but, c'est d'avoir une feuille pour travailler et j'y suis. Bon, donc, j'arrive dans ce format de feuille-là. On ira voir tantôt. On peut aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans le fond de calque, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans le fond de calque. C'est sûr que dans le fond de calque, vous allez retrouver les outils là, qui vous permettent d'insérer un cadre et un cartouche, mais quand, comme dans le cas présent, vous partez d'une feuille qui a déjà ça, vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez des nouvelles instances de composants 2D que je vais vous expliquer à travers le calque des vues, parce que ça fonctionne de la même façon. Ceci, il faudrait que je regarde c'est quoi, je n'ai jamais vraiment travaillé avec ça. Vous avez des options de dessin. Parce qu'il pourrait arriver aussi que vous décidiez de vous faire votre propre feuille. OK, le format D que je vous rends disponible, je l'ai dessiné. Je suis parti à un moment donné d'une feuille que j'ai réglée avec un format D, dans lequel il n'y avait absolument rien. J'allais dans le fond de calque que j'ai dessiné. Donc, vous avez des outils de dessin, vous avez des outils de texte.
Vous avez la possibilité d'ajouter des symboles qu'on verra tantôt. Vous avez encore des outils d'édition de dessin. Vous pouvez jusqu'à un certain point rajouter des informations là, de lignes d'axe, de hachures, des flèches, des choses du genre. Mais en fait, le fond de calque ne devrait tenir que les lignes qui définissent votre cadre, possiblement les notes générales, le cartouche et le texte du cartouche, si vous avez à mettre un logo pour l'école ou un groupe quelconque, c'est là que ça se passe. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez sauvegardé ça dans un fichier comme mon 0-D16NA, ben, vous travaillez ensuite avec le calque des vues le plus clair de votre temps. Oui? Un et un, and noted, c'est que vous allez avoir dans certains cas, ok, vous pouvez, si vous avez sur un dessin toutes des vues qui sont à l'échelle 1, ok, ben, à ce moment-là, vous pourriez faire sauter le end noted qui est là et vous laisser l'échelle 1 et 1. Et nulle part sur votre dessin, vous allez inscrire l'échelle de votre vue. Par contre, si pour un besoin particulier, vous avez à sortir certaines vues, vous avez à faire une vue de détail qui va être à l'échelle 2. Vous avez besoin de faire un autre petit détail avec quelque chose de spécial qui va être à l'échelle 5, des choses du genre. Vous ne mettrez pas 1 à 1 sur toutes les vues 1, 1, puis après ça 5, 1 ou 2, 1 ailleurs. Vous allez avoir une note, ou vous pouvez mettre une note qui dit que l'échelle c'est 1 pour 1, là où c'est pas indiqué, et là où c'est pas 1 pour 1, ben, ça va être noté. Donc, vous allez retrouver le nom de la valeur de votre échelle en dessous de cette vue-là en particulier. C'est ce que ce genre de désignation-là veut dire. Okay, c'est ce qu'on employait chez Pratt quand on faisait nos... Donc, j'ai ma feuille. Okay, vous savez qu'il y a un certain nombre de notes qui sont importantes à faire. Moi, mon cadre tel quel est minimaliste. C'est-à-dire que d'abord, je commence par dire que c'est un exercice de dessin, ce qui me permet d'avoir des erreurs. Non, ce n'est pas le but d'avoir des erreurs, mais c'est surtout parce que mon dessin n'aura pas d'annotation sur les coins cassés, sur les rayons minimum de 5 à 20 et ainsi de suite, là, parce que ce sont des informations qui sont importantes quand je fabrique une pièce, mais c'est pas ça que je fais. Là. Je fais un dessin et je vous montre à utiliser un logiciel. Donc, mes notes disent qu'il faut pas que c'est un exercice de modélisation, qu'il ne faut pas mesurer sur le dessin, ce qui est habituellement standard sur à peu près tous les dessins, que les informations sont en pouces, autrement je l'indique, que mon interprétation se fait par la 14.5-94, en fait que je devrais changer pour 2009, mais qui est plus ou moins vrai dans le sens que je ne suis pas un kingpin là, de la dernière norme, donc ça se tient, là. Je dis au moins quel nombre de dessins je suis, et surtout le matériau de votre pièce qui est important. OK? Après ça, les notes qu'on va rajouter, c'est congés, c'est raccordements. Vous les avez dans les différents cours, là. Mais ça, dans le fond, les 4 notes qui sont là sont assez minimales. OK? Ça devrait être là tout le temps. T'sais, de pouvoir dire, de ne pas coter sur le dessin, de parler de votre interprétation, de dire quelles sont vos unités et de parler du matériau de votre pièce, ça devrait en partant être là. Puis après ça, vous rajoutez les notes que vous avez vraiment besoin pour votre définition. OK? Bon, on avait vu déjà comment sortir des vues. Ça faisait partie des bonus du premier examen. Ça va faire partie des obligations du deuxième. OK? Au deuxième examen, vous allez avoir à sortir les vues d'une pièce et à faire des cotations. OK? Et ça peut vouloir dire, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que sera votre examen, surtout que là, si j'ai une semaine de plus pour le préparer, ça me donne plein de temps pour vous concocter quelque chose de spécial, mais c'est surtout qu'il risque que je vous donne un dessin et que je vous demande de modéliser une pièce et que je vous donne une autre pièce et que je vous demande de faire le dessin. Comme ça, vous n'avez pas à compléter votre modèle 3D pour être capable de faire toutes les vues que je vous demande, puis je sépare le problème en deux. Donc, à ce moment-là, ben, vous avez déjà ce qu'il faut. Si ça vous tente, vous pouvez commencer par le dessin parce que vous avez déjà votre pièce. Puis après ça, vous tapez votre modélisation en fonction de ce que vous désirez. Là. Mais l'idée est que je vais vous donner une feuille ou au moins un PDF de votre description d'examen, que vous allez avoir une désignation de ce qu'il y a à faire, une attribution des points, et que là, je vous laisse faire vos choix par rapport à ce avec quoi vous allez commencer. Et arrangez-vous pour ramasser vos points là où ils sont le plus faciles. C'est tout le temps la meilleure façon. C'est les affaires difficiles qui ne sont pas payantes. T'sais, des fois, je le sais que c'est pas payant. Puis des fois, je le fais exprès que ce soit pas payant parce que je sais que c'est difficile puis je sais que bien du monde ne se rendra pas là. Donc,
je bonifie ceux qui ont le temps de se rendre et qui sont, dans le fond, les meilleurs, qui vont avoir les meilleures notes. Mais en même temps, je m'arrange pour donner des notes qui sont correctes au gros du groupe en mettant plus de points sur des choses qui sont moins difficiles à faire. Ça m'arrive de faire des choses du genre là, pour justement m'assurer qu'il y en ait au moins 3 ou 4 qui passent dans chaque classe, quelque chose du genre. Mais l'examen sera probablement fait comme ça aussi. C'est 2 parties, partie modélisation, partie dessin, et fait avec des pièces différenciées. Donc à ce moment-là, ben, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas pénalisé parce que vous n'avez pas fini votre 3D. C'est surtout ça. OK? Donc, j'ai pour partir ma petite pièce là, toute simple. La seule raison pour laquelle je prends celle-là, c'est qu'elle va me permettre de faire une vue auxiliaire double tantôt. Donc c'est là-dessus que je veux rentrer. Je viens donc dans mon dessin et je vais extraire une première vue, vue de face. OK, donc vue de face me demande de passer. Puis ça, moi je le fais là, parce que je passe beaucoup de temps dans le dessin. Puis ce genre de flip-là pour aller dans le 3D, sélectionner ce que j'ai besoin, en réalité on ne fait pas ça si souvent que ça. Mais si ça vous intéresse, rien ne vous empêche de séparer tout de suite votre fenêtre comme ça. Et là, à ce moment-là, vous vous promenez d'une place à l'autre. Mais c'est que vous n'avez pas grand pour travailler, mais pour sortir les premières vues, ça peut être intéressant. Donc, si ma première vue me demande une vue de face, et ma vue de face, on va dire que c'est ceci, on remarque que j'ai une petite fenêtre de prévisualisation qui apparaît en bas à droite, donc ça me permet de voir qu'est-ce que je vais vouloir obtenir. J'obtiens ceci, on va dire que ça va être ça, ma vue de face, je l'accepte. OK? Et tant qu'à être là, parce qu'après ça, je vais passer à ma feuille complète, je vais aller me chercher dans ma vue 3D un point de vue perspective, pas perspective, mais isométrique, et je vais tout de suite demander en 2D ma vue isométrique, à partir de ce que je vois ici, ce qui va me permettre de faire là. Ce sont 2 vues qui vont être détachées de toute façon, donc il n'y a aucun problème à faire ça. Je reviens ici, j'envoie ma vue isométrique ici, j'envoie ma vue de face quelque part dans ce coin-là, puis je suis en business. OK? Maintenant, à partir de cette vue de face-là, si vous vous fiez à ce que vous allez retrouver dans le dossier classe construction, modélisation, ainsi de suite, là, donc on va aller voir un petit peu ce vers quoi on s'attaque. Pardon? 513 toujours? Pas de description de projet, modélisation. Et on cherche P24, 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 PDF. Bon. Donc, ce que je viens de sortir, c'est ma vue de face. OK? Et la raison pour laquelle je la place comme ça, même si c'est le dos de la pièce, c'est simplement parce que j'aurai à ce moment-là ma vue de dessous et ma vue de dessus qui me permettront d'obtenir les détails qui m'intéressent. Je serai capable de sortir ma vue auxiliaire comme ça, mon autre vue auxiliaire comme ça. OK? À un moment donné, quand vous sortez un dessin, c'est surtout si vous avez des vues auxiliaires à sortir, pensez à l'espace dont vous aurez besoin. Et commencez pas à coter toutes vos vues avant d'avoir fait votre layout de vues. OK? Commencez par placer ces vues-là pour voir si vous avez l'espace nécessaire pour être capable de toutes mettre les cotations dont vous aurez besoin. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez vous retrouver éventuellement à devoir flipper vos vues, peut-être être obligé d'effacer des choses, de recommencer complètement du début parce que vous allez vous ramasser en dehors de la feuille, ça va avoir l'air fou et ça ne sera pas nécessairement fonctionnel. OK? On peut avoir différentes façons d'organiser le dessin. Le but est d'être le plus compact possible, mais en même temps de ne pas étouffer l'information. Parce que si pour retrouver l'information sur votre dessin, il faut scruter puis être obligé de fouiller partout. C'est pas d'avance. Ça peut nécessiter une deuxième page, ça peut nécessiter une réorganisation de vos vues. Donc ça, c'est le genre de choses qui se fait bien et facilement au début, avant même d'avoir des cotes, en faisant l'extraction de vos vues. Et vos vues doivent être liées. OK? Parce qu'éventuellement, si pour une raison de, justement, réorganisation dans votre dessin, vous êtes pris pour tasser cette vue-là, puis vous avez une vue de dessus, une vue de dessous là, qui ne suivent pas, vous rendez votre information plus confuse. Pour une pièce simple, si on parle de quelque chose qui est assez cubique, ça va se voir. Mais si vous avez des pièces le moindrement compliquées, puis ce qui ne suit pas, ce sont des sections, des coupes, des choses du genre, à un moment donné, là, ça devient le bordel, puis les gens ne se retrouvent juste pas sur votre dessin. OK? Donc, à partir du moment où ma première vue est sortie, qui s'appelle vue de face, parce que c'est ça le nom de l'option que j'utilise, ben, vous devriez utiliser non plus vue de face, mais juste les options qui sont là pour sortir vos vues.
Parce qu'en utilisant les options qui sont là, vous allez lier les vues entre elles. OK? Donc, si je cherche ma vue de dessus, ma vue de dessous, j'ai mon option de projection qui va me permettre d'obtenir ce que je cherche à partir de la vue qui est encadrée en rouge. OK? Cette vue encadrée en rouge-là, c'est la vue active et je peux la changer en double-cliquant. Donc, si j'avais besoin de refaire une nouvelle vue qui deviendrait de dos par rapport à celle-ci, ben, je pourrais continuer et m'en aller là. Okay, ce qui n'est pas nécessaire, mais c'est comme ça qu'on va changer d'une vue à l'autre et ça va être important de changer d'une vue à l'autre parce que il va être nécessaire dans certains cas d'activer des vues pour être capable d'en sortir une vue auxiliaire. Mais avant de faire tout ça, vous remarquez que là, je suis en train de sortir mes vues, puis que ça va, là, puis que je suis capable de sortir ma vue auxiliaire, puis mon autre vue là, bien, ma feuille est assez grande par rapport à ce que je suis en train de faire là. Je pourrais peut-être profiter du fait que ma pièce étant petite, je peux faire des vues à une échelle différente, ce qui va me permettre d'avoir des représentations plus grandes. Si je sors toutes mes vues avant de changer mes échelles, quand je vais arriver aux propriétés ici, puis que je vais demander de me sortir une vue 2.1, elle va me le faire, mais elle va me le faire sur la vue que j'ai demandé. Okay. Et ça peut vouloir dire que si j'ai sorti 5 vues, je suis pris pour faire 5 fois le changement d'échelle. Je suis peut-être mieux, puis là, 2.1, c'est peut-être grand un peu ici, donc je vais plutôt utiliser 3 pour 2, donc 1,5. Oups. Donc, je vais utiliser l'échelle 3 pour 2, je vais effacer ces vues-là, et je vais reprendre mon extraction de vue. Oups, je suis sur la vue isométrique. Donc, ma vue de dessus ici à l'échelle 3,5, ma vue de dessous à l'échelle 3,5. Je vais pouvoir activer celle-ci. Et comme je vous avais expliqué déjà, quand va venir le temps de chercher une vue auxiliaire, ma vue doit être active dans un premier temps. À partir du moment où je clique mon premier point, rien ne se passera tant que je ne viendrai pas sélectionner un élément quelconque dans ma vue pour y faire référence. Donc, dans ce cas-ci, je peux aller chercher cette ligne-là, ce qui me permettra, à un moment donné, de détecter la perpendicularité qui s'exerce, et c'est ce que je veux. Donc, je viens chercher ma perpendicularité, double-clic pour terminer la définition du sens de projection, et je m'en viens chercher ma vue auxiliaire ici, comme ceci. J'ai une deuxième vue auxiliaire à faire, j'active ma vue d'abord, même principe, je m'en viens chercher ma fonction de vue auxiliaire, je clique un premier point, il ne se passe rien. Tant que je ne viens pas toucher la référence que je veux utiliser, et à ce moment-ci, on détecte le parallélisme, double-clic, je viens extraire ma vue, et j'ai ce que je désire. OK? Maintenant, normalisation, avant de faire des cotes. Donc, une vue de dessous, ça n'a pas de nom. Une vue de face, ça n'a pas de nom. Une vue de dessus, ça n'a pas de nom. Une vue auxiliaire va en avoir une. Sauf que souvent, et si on fait une définition en anglais encore plus, ce ne sera pas vue auxiliaire A ou auxiliary view A, ça va être inscrit view AA tout court. Donc, on va y mettre ça comme ça. Avec possiblement l'échelle, mais là ici, je devrais avoir la même échelle partout, donc je n'ai pas besoin de l'échelle. OK, donc c'est le texte qui devrait rester là. Et ce texte-là, texte d'identification des vues, indice de référence que vous allez retrouver ici, c'est de l'information que vous allez faire à 1/4 de pouce. Okay? On doit le voir sur le dessin, ça doit être clair, ça doit tout de suite servir à identifier ce qu'on veut présenter. Même chose ici. View B, 1/4 de pouce. Ici, souvent,
isometric. Un quart de pouce. OK? On remarque que mes échelles ici n'ont pas eu d'influence sur mon isométrique. Donc ici, il faudrait que je fasse ma définition à la main. Si je veux pas être obligé de mettre un nom d'échelle sous cette vue-là, comme pour les autres, ben, il faudrait que je pense à mettre ça à 3,2 aussi, ce qui devrait être correct à la fin. OK, donc, cette isométrique-là est assez présente maintenant sur à peu près tous les dessins parce qu'elle coûte pas cher à faire. OK? Elle va vous permettre, encore plus qu'aux vieux schnock grisonnants de mon âge, de mieux comprendre le dessin. Parce que de moins en moins, vous avez de la facilité à lire un dessin 2D, donc d'avoir une vue 3D va vous aider à mieux interpréter votre pièce. OK? Sachez par contre qu'une vue isométrique, quand vient le temps de la sortir, s'il y a au moins une chose que vous devriez respecter quand vous la faites, c'est de vous assurer d'avoir une référence verticale, OK, sur votre dessin. C'est sûr qu'il est possible de présenter, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, vous pouvez présenter la même pièce comme ça. C'est sûr que vous montrez votre pièce en 3D par rapport à ce qu'on avait autrement, mais ce que vous montrez aussi, c'est que vous n'avez probablement pas compris au moment où on vous expliquait comment se faisait une isométrique. Parce qu'une isométrique se faisait toujours à partir d'une verticale, comme n'importe quelle axonométrique en fait. Donc c'est pour vous autres. Moi, je me force à les faire comme ça. OK? Donc, j'ai sorti mes vues comme ceci. Je ne suis pas encore rendu aux cotations. Parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire avant de faire les cotations. Si vous ne voulez pas être obligé de refaire et réinventer votre roue. Donc, première des choses, justement, vous avez ces lignes-là, okay, qui sont les flèches qui indiquent d'où vient votre vue. Ça dépend toujours des standards. Mais ce qu'on va utiliser ici, ce n'est pas une flèche, mais plutôt deux flèches, une ligne solide. Donc ça change. Ça change en allant sur la flèche, bouton de droite, menu contextuel, vous allez dans les propriétés et vous allez tomber sur cette boîte-là qui vous permettra de remplacer votre représentation qui est celle-ci par celle-là. On peut zoomer là-dedans, voir qu'est-ce que ça a l'air. OK? Donc là, vous avez le choix de quelque chose qui ressemble à ceci, qui n'est pas si mal. Vous avez d'habitude ces valeurs-là qui sont pré-réglées. OK? On veut que ces valeurs-là soient uniformes sur tous les dessins d'une entreprise ou d'une école ou de ci ou de ça. Donc, normalement, il y a un administrateur de système qui va s'arranger pour que ça se soit pré-réglé. Et très souvent, même, c'est barré. Vous n'avez même pas le loisir de jouer avec ça. Donc, c'est quelque chose qu'on vous laisse disponible, là, mais le changement qui est à faire, puis en fait, qui devrait être réglé aussi de façon globale, c'est qu'au lieu d'avoir ça par défaut, c'est ça qu'on devrait avoir par défaut, on n'aurait même plus besoin de toucher. En même temps, c'est bon, de temps en temps, d'ouvrir quelques boîtes là, pour savoir où est-ce que sont les choses, le jour où on a besoin de peaufiner une petite vue. Donc, j'ai ça ici, que j'ai changé. Je peux évidemment vouloir relocaliser mon texte par rapport à ça. Vous remarquez quand vous relocalisez le texte, ben il s'accroche. Il s'accroche parce que quelque part, vous avez un outil de point d'accrochage qui est enfoncé. OK? Point aimanté. Donc, une fois que ceci est désactivé, ben ça tombe mal, il s'accroche encore. Ça va arriver. OK? Puis là, c'est pas vraiment grave, mais des fois, vous allez vouloir placer quelque chose bien égal, tout ça, puis ça y va pas. Puis on s'entend, là, on place rien au 10 millième. On place pour que ça ait l'air joli. Mais si je suis intéressé à amener le coin de ce bloc-là au milieu de la case, présentement, je ne peux pas là. Oups. Je reviens à ça. Présentement, je suis pris sur quelque chose. Si j'appuie sur Shift, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, là, mais Shift va vous permettre de vous localiser n'importe où vous voulez. Okay, donc c'est comme ça que vous allez être capable de placer votre texte exactement là où vous voulez. Donc ça se fait bien là. Et ce que je vous explique là, comme je vous disais tantôt, c'est bien plate là, mais il va falloir que vous tapiez à un moment donné un dessin, là, puis sous-estimez pas un dessin. Okay, j'entends souvent des étudiants dire « Ah, j'ai presque fini mon projet, j'ai toute la modélisation faite, il me reste à faire le dessin. » À un moment donné, là, quand vous allez être rendu confortable dans vos commandes, là, vous devriez être capable de réaliser que le dessin, c'est à peu près autant de temps que la modélisation, sinon plus.
il ne reste pas juste à faire le dessin, il reste à faire le dessin. OK? Puis le dessin, c'est long. C'est long parce que c'est d'organiser les vues, c'est de placer les cotes, ça a de l'allure, de ne pas l'oublier, de checker ça, ça fait que c'est long de faire un dessin. Donc, ici, j'ai relocalisé mon texte, ça va être valide pour des cotations aussi ou pour du texte que vous allez faire de façon indépendante là, avec la fonction texte qui est ici, qu'on verra tantôt. Maintenant, cette ligne-là, au début, je l'ai cliqué pour être capable de sortir ma vue. En plaçant mes cotes, ça, il peut arriver à un moment donné que j'ai besoin de placer une cote ici, que la ligne soit rendue trop proche, que ça fasse obstruction, des choses du genre. Je veux modifier la position de cette vue-là, cette ligne-là, parce que je veux avoir quelque chose de semblable. Je veux garder cette vue-là, mais je veux que cette ligne-là soit ailleurs. Je ne peux pas juste déplacer la ligne. Il faut que je la redéfinisse par rapport à la position de cet objet-là dans sa vue. Ce que ça veut dire, c'est que je double-clique dessus, ce qui m'amène dans un environnement qui est propre à la ligne uniquement. OK? Il n'y a plus d'option de drafting ici. Je suis dans l'environnement de la ligne de coupe ou la ligne de vue. Donc, je peux inverser les flèches. Ce qu'il faut faire attention, parce que si j'inverse les flèches, je geste ça de même, la vue qui est ici est plus bonne. Parce qu'en réalité, je devrais voir par l'autre côté. Je n'aurai pas exactement le même résultat. Et donc, mon inversion de flèche, puis ça devrait se faire de l'autre bord d'habitude. Et aussi, je peux redéfinir ou remplacer le profil. Et c'est ça qui nous intéresse. En remplaçant le profil, vous aurez le loisir de vous aligner sur la géométrie existante pour cette ligne-là et de partir peut-être un peu plus loin. Venir terminer plus loin. Clic, clic. OK? Et quand vous allez sortir de là, bien, vous allez faire une mise à jour de votre vue pour obtenir ce qui vous intéresse. Si vous voulez vous rapprocher, vous éloigner, même principe. Mais, à ce moment-là, vous irez remplacer le profil à partir d'une définition qui sera faite comme ceci, par exemple. Donc là, je vais chercher un parallélisme avec la ligne existante pour définir ma nouvelle ligne. OK? Donc, ça va toujours se faire de la même façon quand vous allez avoir un élément comme ça qui va être généré automatiquement. Vous allez avoir ça pour extraire une vue auxiliaire. Vous allez avoir ça pour un détail aussi. T'sais, vous voulez faire un détail d'une vue, bien, à un moment donné, vous avez un petit cercle à faire pour représenter la zone que vous voulez détailler. Bien, ce cercle est peut-être trop grand, trop petit. Si vous voulez le changer, ce détail-là, vous double-cliquez dessus, vous tombez dans la même interface, puis vous avez une possibilité de redéfinir. OK? Donc, pour ma deuxième vue ici, même principe, je commence par aller dessus, propriété. Et je m'en vais chercher ce mode-là que j'accepte. Je relocalise mon texte à l'extérieur. Je double-clique dessus pour peut-être me faire une définition un petit peu plus petite. Donc, je m'en viens ici, comme ça, clic-clic, ma nouvelle définition et j'ai mes vues. D'accord? Donc là, on voit que les vues sont accrochées. Si je décide de déplacer celle-ci, qui était ma vue originale, tout le monde se déplace. Et ça va être le test que je vais faire sur votre dessin. Première chose que je vais faire, ça va être de localiser votre vue principale puis d'essayer de les tasser. Et si je suis obligé de tasser à toutes les fois qu'il y a une vue, ben, ça veut dire que vos vues sont déconnectées, puis ça veut dire que vous perdez des points aussi. Parce que les vues devraient être accrochées comme ça. Ce qui vous permettra de réorganiser votre dessin pour exploiter l'espace que vous avez. Pardon? Simplement en utilisant les options qui sont là. Ça va être connecté. Si par contre, parce que ça peut arriver. Pardon? Oui, je vais faire ça là, dans 2 secondes pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Si par exemple, OK, je voulais montrer, parce que si on regarde le PDF qui est ici, vous voyez que j'ai fait une vue brisée ici, pour être en mesure de montrer l'intérieur de ma pièce puis de coter mon chanfrein, parce qu'on n'a pas le droit de coter sur des pointillés. Hein. Donc, je vais aller mettre des pointillés pour fin de clarté. OK? Très souvent, sur nos vues, on n'a pas de pointillés, mais je vais rajouter un pointillé ici, rajouter un pointillé ici, rajouter un pointillé ici. Je n'en mettrai pas ces autres. On va commencer par ça. Donc ça se fait à travers les réglages. OK? Donc, vous allez dans vos propriétés et vous demandez simplement les lignes cachées. Propriété, ligne cachée. Et propriété, ligne cachée.
Donc, supposons que je veuille briser cette vue-ci de manière à être capable de voir ce qui se passe là. OK? J'ai un outil qu'on va retrouver. Attendez un petit peu que j'y mette la main dessus. Ici, qui s'appelle vue écorchée, qui va me servir à délimiter dans la vue 2D l'espace où je veux faire ma coupe partielle. Donc, ça, on commence par ça. Donc, je clique là-dessus. Je viens faire ici un tracé que je ne veux pas faire trop rock'n'roll parce qu'il va déjà rajouter des choses rock'n'roll aussi, mais je ne veux pas avoir juste une ligne droite, ça peut avoir l'air fou. Donc, j'essaie quand même de faire quelques segments. Puis le reste, ben, c'est de passer à l'extérieur puis de fermer cette zone-là. Donc, dans un premier temps, je d'élimine la zone sur mon dessin où je vais faire ma vue écorchée, mais ensuite de ça, je dois dire écorché par rapport à quoi? OK? Donc, j'obtiens une fenêtre où j'ai ma fenêtre 3D, puis là, ce que je voudrais faire, c'est amener ce plan-là au milieu de mon arbre ici. Je peux le déplacer comme ça. Mais si je viens essayer de choisir mes éléments, c'est plus ou moins fonctionnel. Donc, la façon de faire la plus simple d'habitude, c'est d'aller chercher sur une autre vue, quitte à faire une vue en dehors de votre feuille pour faire votre sélection, mais vous allez chercher un cercle. OK? Vous voyez, là, je vais m'envoyer complètement au bout, là. Mais aussitôt que je m'en vais sur le cercle qui représente le trou qui m'intéresse, il tombe au milieu, je clique, ça le gèle en place, et si je fais OK, ben, c'est ce que j'obtiens. OK? Donc là, j'ai fait une coupe partielle. Si maintenant, je suis intéressé, parce que c'est le genre de choses que je peux vouloir faire, de cette coupe partielle-là, je voudrais maintenant faire une vue de détail. Donc, j'ai une vue de détail et j'ai une vue de détail créée rapidement. OK, on va aller voir qu'est-ce que font un et l'autre. La vue de détail, ici, me donne ceci. La vue de détail créée rapidement de ceci me donne cela. Il y en a une qui me donne un cercle complet, l'autre me donne simplement une portion circulaire qui remplace la matière qui a été coupée. Il faut faire attention parce que ça est peut-être la représentation la plus jolie. En tout cas, à mon goût, c'est ce que j'aimerais utiliser le plus souvent, sauf que ceci réfère au 2D, alors que ça réfère au 3D. Donc, si mon modèle a simplement des lignes planes, c'est simplement un objet prismatique, que je fasse une ou que je fasse l'autre, c'est pas vraiment grave. Mais si j'ai un modèle qui a des petits détails, à un moment donné, je vais perdre la résolution avec la création rapide. OK? J'ai une belle représentation, mais je perds la résolution parce que je réfère au 2D. Donc, si à un moment donné, il y a des détails qui ne se projettent pas correctement là-dessus, ben c'est ça que je suis en train de reproduire de l'autre bord. OK? Mais ça prend moins de mémoire. Ça prend moins de temps à updater dépendant du modèle. Quand on travaille sur des petites pièces, c'est pas grave. Quand on travaille sur des plus grosses, ben ça peut en avoir. OK? Donc, ça dépend de ce que vous avez besoin. Mais ce sont deux options semblables. Et en fait, tout ce qui se passe au niveau du détail ici, c'est tout pareil. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'aller isoler une partie de votre vue, de soit le projeter ou de soit de copier le 2D, de l'amener ailleurs à une autre échelle. Mais c'est que vous avez le choix dans le premier et la troisième option d'aller faire ça avec un arc de cercle, alors que la deuxième et la quatrième vont vous permettre de créer votre zone de détail à l'aide d'un polygone. OK? Donc vous essayerez ça, mais c'est à ça que ça sert. OK? Maintenant, j'ai fait ceci. Supposons que je cherche à représenter, et c'est pour répondre à une question qui a été posée il y a un petit moment déjà, supposons que sur cette vue-là, au lieu d'avoir fait une vue auxiliaire comme ceci, je veuille faire une vue de section. OK? Donc, j'ai la possibilité de créer une section ici, et en fait, j'ai toute une famille de pièces ici, de vues ici. J'ai des sections brisées, des coupes brisées, des coupes dépliées, des sections brisées, des sections dépliées. Qu'est-ce qu'une section, qu'est-ce qu'une coupe, d'abord?
Une coupe, ça coupe la pièce, puis une section, ça sectionne la pièce. Bravo. La coupe, il montre la section qui a été coupée, puis ça, tu vois en arrière de ça. La coupe montre ce qui est derrière le plan de coupe, alors que la section s'arrête là. OK? Donc, si je fais une section à travers le trou qui est ici, OK? Et là, on va aller voir d'autres petits outils. OK? Je veux faire une section ici, moi. Donc, je voudrais idéalement être au milieu du cercle. Ou le milieu du cylindre. C'est-à-dire, il est où le milieu du cylindre? Oui, il est au milieu, mais il est où? Je vais le sélectionner comment, ce milieu de cylindre-là? Je peux essayer. Je vais peut-être être capable de faire quelque chose. On va aller voir. Donc, si j'essaie de faire une section ici, oui, je suis capable de le prendre. Et ça peut me demander de pas de tricher, mais de trafiquer ma vue. C'est parce que moi, je veux avoir une ligne de section qui va normalement passer à travers ma pièce quelque part. Mais là, pour avoir mes références, pas bien des choix. Là, là je sais que je suis au centre. Je peux donc commencer ma section là, venir la finir là, clic. Oups, j'ai pas fait le clic qu'il fallait. On recommence. On va agrandir parce que des fois, c'est ça qui est le problème. Donc, je m'en viens chercher le centre ici. Je m'en viens chercher le centre ici. Clic. Et je viens chercher ma section comme ça. Là, je vais avoir deux choses à faire. Bon. Tout d'abord, on voit que ma section, oui, j'ai eu ce que je voulais, là, mais je n'ai pas nécessairement la représentation qui m'intéresse parce que ma ligne n'est pas assez longue. Comment je peux corriger ça? Je reviens ici, double-clic là-dessus, je viens rééditer ma ligne de coupe. Je m'en viens chercher mon remplacement de profil. Je m'en viens m'accrocher là-dessus. Et là, il peut être nécessaire de jouer. Vous voyez, je perds ma référence là. Donc, je vais venir faire ça en 2-3 shots peut-être. Mais je vais aller chercher, disons, ça ici. Clic. Puis je vais remplacer une nouvelle fois à partir d'ici. Non, attendez un peu. Remplacer une nouvelle fois en partant. Oh, gosh. Remplacer une nouvelle fois en partant d'un petit peu plus loin, en revenant ici. Clic. Et là, juste ce que je veux. Là, on commence à parler de drafting parce que ça, c'est le genre de niaisage que vous allez avoir à faire pour être capable de sortir la vue quelque part. Là, j'ai sorti quelque chose. C'est-tu correct? Non, c'est pas correct. Ça, c'est trop proche de ma pièce. Ça, c'est par-dessus ma pièce. Je dois clairer ça. On rentre dedans. OK? Si vous êtes capable de le sortir du premier coup, parfait. Bravo. Mais ça va arriver souvent que vous allez faire ce genre de niaisage-là. Puis c'est pour ça que c'est important de savoir le faire. OK? Donc là, je suis capable de repitcher ça là, de repitcher ça ici. OK? Et ceci, c'est une section. Comparativement à une coupe où je demanderais. Je sais pas, je suis capable d'aller m'accrocher. Ben, tiens, je peux peut-être aller m'accrocher directement sur la ligne qui est là. Ouf, pas tout à fait. Non, OK, on va refaire ça. On va essayer d'autre chose. Cacher ça. Non. Sur mon cylindre en ligne cachée, ici, je vais venir exploiter une fonctionnalité que j'ai sous mes lignes d'axe, parce que j'ai une série de lignes d'axe ici qui sont disponibles. Et j'en ai une comme ceci qui est l'axe milieu. Donc, si je prends cette ligne-là et cette ligne-là, ils me permettent de sortir une nouvelle ligne à travers les deux que je peux étirer comme ceci et que je pourrais potentiellement venir exploiter avec ma section. Oui. Pardon? Parce que je voulais vous montrer deux façons de faire. Parce que je peux le sortir. Tu sais, sur une ellipse ou sur un cercle, je peux aller retrouver le centre. C'est ce que j'ai fait la première fois. Mais là, effectivement, si je veux vraiment là, éviter le taponnage que j'ai fait tantôt là, quand j'étais à éditer ça, je peux m'arranger pour que cette ligne-là, dans un premier temps, si j'appuie sur ma touche contrôle,
je l'étire non pas symétriquement, mais vraiment d'un côté plus que de l'autre. Donc, je peux m'accrocher sur les poignées qui sont ici. Et là, une fois que cette ligne-là est définie, je peux revenir demander ma section à partir d'ici, en m'en allant de l'autre bord. Je clique et j'obtiens ma section qui est là. OK? Et parce que mon modèle n'est pas tout à fait, ma ligne n'est pas tout à fait assez longue, OK, elle passe à travers la pièce ici, il me donne une ligne fantôme. Donc, je ne l'éviterai pas, il va falloir que je revienne là pareil pour changer mon profil, le faire peut-être un petit peu plus long de ce côté-ci, un petit peu plus long de ce côté-là. On sort de là, et là, j'ai une section complète. OK? Bon. Ta question tantôt. Parce que là, en ayant sorti soit ma section, soit ma coupe, ben, je suis aligné ici. Dans un cas de section ou de coupe, il y a deux choses qui peuvent se produire. Pour fin de place, ben, la première des choses, on peut être intéressé à amener cette vue-là ailleurs, où on a plus de place. Donc, je peux aller sur le cadre de la vue et demander à positionner la vue indépendamment de la vue de référence. Ça ne se fait pas sur n'importe quoi, là. Mais si je fais comme ça, je peux vouloir faire quelque chose comme ceci. OK? Et je pourrais, de la même façon, faire quelque chose comme ça. Je vais amener à ce moment-là mes vues là où je le veux. OK? Autre chose que je peux être intéressé à faire dans un contexte comme ça, ou que vous allez voir à quelques reprises, je vais dans cette vue-là, et je vais, parce que j'ai besoin de l'information, je vais coter l'angle qui existe entre ces deux lignes-ci, et ça va me donner exactement 45. OK? Je vous montre comment le faire, parce qu'on pouvait le savoir que c'était 45 en fonction de la ligne qui était là, mais ça ne sera pas toujours le cas. Des fois, vous allez avoir un certain nombre de degrés, vous ne savez pas comment, vous sortez d'abord une cotation. OK? Ensuite de ça, il est possible d'aller sur votre vue, dans ses propriétés, et de demander, attendez un petit peu, laissez-moi trouver ça. Une rotation, pardon, qui risque d'être ici de moins 45, je crois. On va l'essayer. Ouais. Comme ceci. Donc, ça va arriver, ça, dans certains cas, là, vous allez cacher évidemment là, les axes. Cacher, afficher, cacher, afficher. Vous allez présenter votre information comme ceci parce que ça prend moins de place. OK? Sauf que, c'est bien beau de la présenter comme ça, mais elle vient d'ici. Donc, si vous êtes pour faire ce genre de choses-là, lorsque ça se présente, vous allez rajouter une petite information qui va dire rotated 45, pas 345, mais 45 degrees clockwise. Donc oui, on voit la section, on a notre échelle, ben en fait l'échelle, si on est toujours à l'échelle 3,2, c'est pas nécessaire de la mettre, donc ça on pourrait le faire sauter. On aurait à ce moment-là ce texte-ci qui serait fait à l'échelle, pas à l'échelle, mais à 1/4 de pouce. Celle-ci serait faite à la hauteur des notes habituelles, puis dans notre dessin ici, c'est pas 125 ni 187,5, mais c'est bien 150 pour le format D. OK, 150. Pas de ligne entre les deux, mais par contre, du texte centré comme ceci. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Déplacer une vue, pivoter sa représentation pour aider à la clarification de l'information, mais en n'oubliant pas, si vous faites ça, de bien l'indiquer. Parce que si vous ne l'indiquez pas, là, vous avez créé une erreur dans le dessin. Il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. OK? Autre chose qui va créer une erreur, puis que
j'ai pas le moyen. Ben, en fait, il va falloir que je pense à vous remontrer ça quand on va commencer à parler des dessins d'assemblage, mais quand vous allez sortir votre première vue d'une pièce, la vue d'une pièce montrée dans un dessin de détail doit être dans la même position que la même pièce montrée dans son assemblage. OK? Parce que si vous ne faites pas ça, à un moment donné, vous flippez les vues, le monde se retrouve plus. Quand c'est simple, c'est pas grave. C'est quand c'est compliqué que là, ça devient pas mal plus critique. Donc, vous le faites partout, c'est la meilleure façon de faire. Vous vous arrangez tout le temps pour montrer la pièce de la même façon qu'elle a été montrée dans l'assemblage, quand vous avez fait votre dessin d'assemblage. De cette manière-là, les gens passent le dessin de détail, puis ils reconnaissent la pièce, puis ça va bien. Sans ça, ça devient bordélique là, assez vite. OK? Donc, extraire des vues, faire des détails, faire des sections, déplacer une vue, faire une rotation à l'intérieur d'une vue, c'est toutes des choses qui peuvent arriver, toutes des choses qui pourraient être un examen. OK? Maintenant, j'ai rajouté, parce que là, dans les types de vues qu'on peut faire, donc c'est sûr que je vous ai montré comment faire coupe-section, c'est toute la même affaire. Coupe dépliée, j'ai pas un bel exemple là-dedans pour vous montrer, mais je vais vous en faire une quand même pour vous montrer comment ça se gère. Si vous avez à faire non pas une coupe brisée, mais vous voulez plutôt faire une coupe dépliée comme ça, ce que vous avez à faire, c'est de sortir, de localiser, parce que ça se fait toujours par rapport à une portion cylindrique. OK? Donc, vous avez à vous localiser sur le centre, à l'extérieur. Vous vous en allez sur le centre et vous ressortez selon une autre orientation. Vous avez ça, par exemple, si vous avez un pattern de 3 trous sur une pièce, puis vous voulez faire une coupe à travers les 2 trous. OK? J'ai peut-être un dessin pour vous montrer ça. Je vais essayer de vous en trouver un. Mais la façon de faire est la suivante. OK? L'extérieur vers le centre, vers l'extérieur encore. Habituellement, ça se fait en 2 traits. Clic, clic. Et ce que vous allez obtenir comme vue se définit par rapport à l'orientation du premier segment. Donc, si j'essayais de faire la même chose en disant une coupe dépliée, puis là, il faut par contre que je m'en aille à l'extérieur. Ça peut demander de vous créer des lignes pour être capable de vous aligner, c'est ça que vous voulez faire, là. Donc, je m'en viens là, je m'en vais vers le centre, et je sors à l'extérieur. Vous voyez, ma vue sort ici maintenant. OK, donc le premier segment que vous faites va définir là où vous allez créer votre vue. Dans les deux cas, ce ne sont pas des bonnes applications de la pièce. OK? Donc ça c'est le détail rapide. Non, ça c'est le détail, puis ça c'est le détail rapide. Ça c'est la coupe, ou la coupe pivotée. On avait vu la différence entre la coupe et la section. OK, la coupe va montrer des lignes derrière la matière coupée. OK, donc la matière coupée est représentée hachurée. Et on voit derrière, donc ça va se compléter ici. Alors que quand je fais une section, ben, j'ai simplement une tranche d'épaisseur 0 qui est hachurée pour me montrer qu'est-ce qu'est la matière à ce niveau-là. OK? Section, ça coupe juste à l'endroit où tu as défini ton plan de coupe. Pardon? Oui, oui, oui. Vous voyez la même zone hachurée dans les deux cas, sauf que dans le cas de la section, c'est tout ce que vous voyez, la zone hachurée, alors que dans le contexte de la coupe, vous voyez ce qui est derrière. On a enlevé toute la matière en avant et on voit tout ce qu'il y a derrière. OK? Autre chose qui peut être intéressante dans le cas de grandes pièces, où à un moment donné, vous avez à donner de l'information seulement sur une portion. En supposant, par exemple, que ceci se soit très grand et que vous vouliez juste coter qu'est-ce qui se passe dans ce coin-ci. Bien, vous pouvez rajouter ce qui s'appelle ici, une découpe. Puis là encore, vous avez à peu près le même principe là, que pour les détails, c'est-à-dire que vous avez la découpe et la découpe rapide, puis vous pouvez le faire à partir d'un cercle ou à partir d'un profil, donc d'un polygone. Donc, dans le cas de la découpe, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous déterminez la zone que vous voulez conserver. En fait, dans ce cas-ci, ce serait peut-être avantageux d'aller chercher le profil puis dire, OK, moi, je veux montrer qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Stock.
Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire disparaître de votre vue tout ce qui est à l'extérieur de la zone que vous avez définie. Donc, si vous avez une très grande pièce et vous voulez juste montrer qu'est-ce qui se passe au bout, ben, vous faites une découpe, vous vous en gardez une portion pour montrer comment ça s'en va sur le reste de la pièce, mais vous n'avez pas besoin de montrer toute la pièce pour rien. Pardon? Tu peux faire ça d'un détail, mais tu peux faire ça d'une vue, d'une vue régulière, comme tu peux faire ça d'une vue régulière qui a déjà eu un breakout, comme ce que je viens de montrer ici, puis que je viens de découper en plus. Donc, je peux grouper des fonctionnalités de représentation, sauf qu'à un moment donné, il y a des choses comme ça qui peuvent devenir inactives. OK, là, je ne pourrais plus venir redécouper, par exemple, mon nouveau résultat. En fait, si on va ici maintenant pour enlever la découpe, donc objet vue de face, ça on appelle ça un écrêtage. OK, donc quand je fais une découpe, je suis en train de créer un écrêtage. OK? Donc, si je veux l'enlever, je supprime l'écrêtage. Et si plus tard, je voulais enlever cette coupe partielle-là, qu'on appelle un écorché, je m'en viens encore sur ma vue et je viens supprimer l'écorché. OK? Si maintenant, au lieu d'avoir fait ce que j'ai fait, je commençais par faire ma découpe, est-ce qu'on me laisse le faire, ça? Vous voyez, je ne peux plus faire ma vue écorchée. Donc, l'ordre dans lequel vous allez faire vos opérations peut avoir un impact sur le résultat que vous allez pouvoir obtenir. Donc, sachez-le juste. T'sais, sachez que ça se fait, puis sachez que si vous n'y arrivez pas parce que l'option n'est pas disponible, ben c'est juste que, ah oui, c'est vrai, il y avait un ordre pour ça. Donc, vous faites l'écorché d'abord, puis vous faites l'écrêtage après. OK? Puis à ce moment-là, encore une fois, vous revenez sur votre vue et vous venez supprimer l'écrêtage. D'accord? Donc ici, je vais essayer de faire des undo parce que j'aimais bien ce que j'avais tantôt. OK, donc on garde ça comme ça. Je vous disais tantôt, quand j'ai défini ça au début, de ne pas trop faire de rock and roll avec vos lignes parce que ça n'en ferait. Vous voyez que ça rajoute déjà ces petits crochets-là. OK, donc si vous commencez à faire un paquet de zigzags, ça va en rajouter sur chacun de vos segments. Ça sera plus très joli à la fin. Okay. Ça va ressembler à un tour de machine à coudre. Donc, on a fait des isométriques, on a fait des coupes, on a fait des détails, on a fait des découpes. Vous pouvez faire une découpe 3D. Ça, je vais vous laisser fouiller ça. Il y a des exemples dans le cahier, mais c'est que, pas dans le cahier, dans le bouquin, c'est que vous pouvez vous arranger pour faire disparaître une partie de la vue. Un peu là, en créant un plan de représentation. Donc, c'est un peu comme si vous faisiez une coupe, non pas à partir de la définition qui était là ou à partir de la ligne que vous auriez définie, mais vraiment en promenant un plan dans l'espace. Et ça, c'est pas mal le type de vue que vous allez pouvoir aller chercher. Au niveau des projections, on a parlé de la vue de face, donc vous allez toujours commencer par ça, c'est clair. Vous ne faites pas plus qu'une vue de face. Okay, donc, quand vous avez besoin d'une nouvelle vue, ben, vous vous enlignez vers la projection ou la vue projetée et non pas vers une nouvelle vue de face parce que deux vues de face ne seront pas reliées entre elles. OK? Si, par contre, après avoir fait, par exemple, pour une raison quelconque, votre vue isométrique, parce que ça aussi, ça peut arriver qu'une vue isométrique, on la déplace en fonction de l'espace qu'on a, vous pouvez positionner indépendamment de la vue de référence, ce qui me permettrait de faire quelque chose comme ceci. Si éventuellement vous voulez ramener vos vues, OK? C'est sûr qu'il faut d'abord identifier deux éléments qui vont être communs dans la vue. Donc dans ce cas-ci, je pourrais vouloir ramener en fait, je vais avoir du plaisir parce que soit que je ramène cette ligne-là sur ce point-là, c'est ça que je ne sais pas s'il va me laisser faire. Ou sinon, j'aurais l'intersection ici que je voudrais ramener sur cette ligne-là. On va voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc, je m'en viens ici. Positionnement des vues. Positionnement relatif. Non, aligner les vues à l'aide d'éléments. Donc, dans la vue où je veux déplacer mon objet, je vais aller chercher, disons, cette ligne-ci. Et je vais m'en venir essayer de ramasser le point qui est là, puis il ne me laisse pas vraiment le faire. Attendez un peu. C'est peut-être juste
Escape. On va activer ça. Double-clic là-dessus. OK. Donc, là, positionnement à l'aide d'éléments. Je veux que cette ligne-là tombe sur ce point-là. Ne laisse pas y aller sur cette ligne-là. C'est pas ce que je veux. C'est pas là que ça va du tout. Donc, si j'ai pas ça pour m'aligner, qu'est-ce que j'ai comme option? Est-ce que je peux aller tricher en me faisant une ligne comme ceci, accrocher parallèlement là, et venir dire maintenant que je vais aller chercher... En fait, c'est pas là qu'elle devrait être ma ligne. Si je suis pour tricher, c'est là qu'elle devrait être. Donc, si j'ai ce coin-là, ça veut dire que je viens ici aligner cette ligne-là sur celle-ci. Et je viens scraper ma ligne, et j'ai fait à travers. Donc, c'est pour ça que vous êtes mieux garder vos vues alignées, parce que des fois, vous allez travailler pour les réaligner. OK? Et là, positionnement des vues, positionné par rapport à la vue de référence, m'aurait sauvé tout ce trouble-là. OK? Mais c'est parce que si, par malheur, vous foutez carrément de ce que je dis, ce que vous avez le droit de faire, puis que vous avez sorti 4 vues de face pour représenter les vues de votre solide, puis que vous réalisez que c'est plus aligné, puis que vous voulez le faire, ben là, vous ne pouvez plus réaligner sur l'objet de référence parce qu'il n'y en a pas d'objet de référence. C'est le 3D à référence. Donc, vous êtes pris pour faire ce genre de simagrée-là à la mitaine. OK? Ou encore, dépendant du type de dessin que vous allez faire, OK? Parce que c'est pas tous les dessins qui sont faits de la même façon. Et si vous faites un dessin de pièces d'ingénierie, vous allez faire certaines choses. Si vous faites un dessin d'outillage, vous allez faire certaines autres choses. OK? Je n'ai pas vraiment vérifié, mais j'ai un doute que ça n'ait pas été réglé. Si on voit que tout ça est attaché et que ça, c'est une pièce d'un outil qui fait partie d'un dessin d'outillage qui fait 15 pages. Et que, dû à des modifications de l'outil, la page où est placée cette pièce-là, ben, aurait besoin de plus d'espace parce que j'ai d'autres vues pour une autre pièce. Parce que sur un dessin d'outillage, on peut retrouver une feuille qui présente les détails de 3 ou 4 morceaux. Donc, sur cette feuille-là, j'ai 3 ou 4 morceaux qui sont là. Il y en a un qui est modifié. J'ai besoin de plus d'espace parce que j'ai besoin de faire une vue, puis tout ça. Puis ma solution, malheureusement, la plus simple, ben, c'est de prendre les détails de cette pièce-là et d'envoyer ça sur une autre feuille. OK? Donc, première chose que je peux faire, c'est dire, OK, je vais aller insérer dans mon dessin un nouveau calque. Ce qui me donne donc une nouvelle feuille vide où je peux venir travailler. Donc, j'ai la feuille 1, puis j'ai le calque 5 qui vient de se créer. Donc, je vais avoir un CAD drawing qui va avoir plusieurs feuilles. OK? Et c'est comme ça qu'on veut faire. On ne veut pas avoir 6 fichiers CAD drawing parce que j'ai 6 feuilles dans mon dessin. J'ai un fichier CAD drawing et il y a 6 calques dedans. Puis je me promène d'un calque à l'autre. Première des choses. Si maintenant, je dois passer les vues qui sont ici de ma première... Puis là, on s'entend, là, mes vues ont été extraites, j'ai des cotations, tout est fait. Là. Tout ce que je veux, c'est changer ça d'une place à l'autre. Donc, je peux effectivement sélectionner toutes mes vues. Donc, vue de face, vue isométrique, vue de dessus, vue de dessous, vue auxiliaire, vue auxiliaire. Donc, je ramasse toutes mes vues. CTRL-C. Et je m'en vais sur ma feuille 5 ou je m'en vais ici dans l'arbre à gauche et je viens faire un coller. Et je viens de reproduire toutes mes vues, ce qui est fantastique et merveilleux. Donc, je peux relocaliser là parce que j'ai plus de place, mais je peux relocaliser ici, relocaliser ici, relocaliser ici, relocaliser ici, puis relocaliser ici. C'est ça le problème qu'on a. Si je déplace un ensemble de vues groupées d'une feuille à une autre, je perds tous mes liens de positionnement. Ce qui est merdique au possible. Ce serait tellement le fun d'avoir une petite fonctionnalité qui me dit, je prends ces vues-là,
puis je les envoie sur le calque 22, puis il n'y en a plus de problème. Pardon? On peut pas, là? On peut pas relier. C'est sûr que je peux m'arranger pour faire quelque chose où je dirais, OK, c'est ma vue de dessous, c'est ma vue ici, c'est ma vue là. Donc là, je m'en viens sur cette vue-là, bouton de droite, positionnement des vues. J'ai pu aligner à l'élément de référence. Donc, je peux juste y aller avec des éléments. Donc, je vais dire, OK, je vais aligner ça là-dessus. Puis, je vais aligner... Oups. Je vais aligner ça là-dessus. Puis, créer ma petite ligne, puis venir aligner celle-là à bonne place. Puis, aligner celle-là à bonne place. Je peux faire ça. Mais je perds tout le temps le positionnement. Puis si j'ai une modification à faire, ça va me sauter d'en face. Ça règle le problème à court terme. Si je suis vraiment serré et que tout ce que j'ai à faire, c'est amener ça dans cette vue-là, je le copie, je le colle, je laisse ça de même. Puis je laisse une bombe en suspens. Parce que le prochain qui va le pogner va vous bénir. Là. Parce que c'est sûr que vous, en ayant fait ça, ben, quelque part dans vos notes, il va y avoir une information qui va dire qu'il y a eu une mise à jour puis que vous avez fait ça. Donc, on va savoir très bien qui a laissé ça comme ça. Puis le prochain, ben, s'il a besoin de retravailler ça un peu, ça se peut qu'il vienne vous taper sur l'épaule, dire prochaine fois, là, tu prendras une heure de plus, faire le job comme du monde pour que les autres qui suivent n'aient pas besoin de le refaire à ta place. Donc, vous êtes mieux de le faire. Mais il n'y a pas plus de solution magique. Ce qu'on va faire dans un cas comme ça, malheureusement, puis c'est dommage, là, mais en tout cas, à ce jour, puis il faut dire que je n'ai pas cherché le 56 000 solutions de le faire non plus, mais à ce jour, la solution était la suivante. Sur une vue de détail, sur un dessin de détail, il y a toujours une vue pire que les autres en termes de cotation. C'est celle qui en a le plus. Donc celle-là, OK, puis là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. OK? Supposons que ça, c'est ma vue qui est la pire. OK, donc je vais me faire quelques cotations. Parce qu'il y a une façon de faire qui n'est pas si longue, mais vous devez l'utiliser dans le bon ordre, puis le faire correctement. Donc, supposons que je me fasse juste une coupe de cotes pour rouler, là. Donc, un angle ici. Ah, voyons, c'est pas ça que je veux. Pas tant de cotes que ça là-dessus. On va dire que ça, c'est beau. On va dire que ici, je viens chercher cet angle-là. La hauteur, je ne l'avais pas. Donc, tiens, ma hauteur, je vais venir le chercher ici. Que je vais venir... OK, on va dire que c'est ça. Supposons que c'est ce que j'ai à transférer. Bon. Ben, j'irai identifier la vue qui a le plus de cotes. Et je la copierai. Et je viendrai la recoller sur mon dessin. De cette vue-là, je viendrai... Celle-là, je peux la garder. Elle est extraite, puis de toute façon, elle est isolée. Je viendrai ressortir ça. Ça. OK, donc j'ai mes vues associées maintenant. C'est celle-là qui dirige, mais c'est pas dramatique. De celle-là, je reviens chercher ma vue auxiliaire. De celle-là, je viens chercher ma vue auxiliaire. OK, ce que j'obtiens ici est aussi bon. OK, je suis venu chercher ça, mais finalement, j'ai accroché celle-ci. Donc, que j'obtienne une ligne parallèle à la ligne noire foncée ou que j'obtienne une ligne perpendiculaire à la ligne pointillée, ce que j'avais tantôt, on parle de la même chose. Là. OK? Donc, j'obtiens ça. Donc là, en copiant ma vue, j'ai été chercher mes cotes.
Et maintenant, le truc, parce qu'il y a un truc, on revient sur la feuille, on va chercher vue après vue, les cotes qu'on veut passer, donc CTRL-C, on vient de l'autre bord, sur la vue qui nous intéresse, CTRL-V. Donc, si j'ai une cote, ça y va. Si je n'ai 50, ça y va aussi. C'est long, mais c'est pas mal moins long que toutes les refaire une après l'autre. OK? Et nos cotes restent connectées sur notre géométrie, donc on n'a pas de surprise à ce côté-là. OK? Donc, pour passer des vues ou un ensemble de vues d'une feuille à une autre, il n'y a pas bien d'autres trucs. Donc ici, j'active celle-là, je ramasse ma cote, CTRL-C, en bas de l'autre bord, j'active celle-là pour qu'elle apparaisse à la même place, CTRL-V. Ma cote est connectée, est à la même place, je me casse pas la tête, tout est beau. OK? Ça pourrait être une belle question d'examen, ça. Mais c'est que c'est tellement long. Si je vous donne ce genre d'affaires-là en examen, vous finirez jamais. C'est long du dessin. C'est long et pénible. Donc, je vous en parle. Puis, le jour que vous l'aurez, j'espère que vous vous rappellerez qu'il y a une façon de faire. OK. Donc, je reviens à ma première feuille. On a fait ça, j'ai lié. Maintenant, encore avant de... Là, j'ai fait des cotes parce que je voulais vous montrer comment passer d'une vue à l'autre, mais on n'est pas rendu aux cotes. Il y a plus que ça à faire avant ça. Donc, d'abord, vous établissez vos vues. OK? Vous organisez votre espace de manière à vous garder de la place à être capable de mettre vos cotes là où vous allez en avoir besoin. OK? Donc, on a vu nos extractions de vue. Vous avez, parce que dans ce qu'on va faire ici, vous allez utiliser vue de face, vue projetée, vue auxiliaire, puis isométrique. OK? C'est avec ça que vous allez partir. Si ça vous tente, vous pouvez faire une vue de face avancée. Elle est très avancée, la vue de face avancée. Elle vous permet de régler votre échelle, de donner un nom à votre vue, puis de donner... OK? On va l'appeler Hello. On va la mettre à 2.1. On va faire OK. Il va falloir que je vienne ici, passer de l'autre bord, ramasser ça. Puis ça va être Hello à l'échelle 2.1. C'est ça, une vue de face avancée, si jamais ça vous tente, là. Mais ça vous donne 2 secondes et quart d'avance. En tout cas, vous avez une vue de face avancée. Maintenant, ici, vous avez... Voyons. Une vue dépliée. Une vue dépliée, ça fonctionne seulement si votre pièce a été faite avec certains workbench. Métal en feuille, entre autres. OK? Donc, dans le contexte d'une pièce de métal en feuille, vous allez être en mesure d'avoir une vue pliée, d'avoir un modèle qui se plie ou qui se déplie. Et quand viendra le temps de sortir votre modèle déplié sur votre feuille, si vous ne prenez pas cette option-là, vous allez toujours l'avoir plié. Donc, c'est pour ça que vous avez une option vue dépliée qui vous sert à le faire. Ce que vous avez ici, c'est que la vue issue du 3D va vous servir à partir du moment où vous aurez commencé à faire des pièces en cotation 3D et que pour fin d'une trace quelque part, bien, vous voulez avoir le contenu d'une vue 3D sur votre feuille. Donc là, vous allez faire une vue issue du 3D. C'est à ça que ça vous sert, ces options. OK? Donc, les détails, les découpes, les sections, les projections et les vues vous servent à sortir l'organisation de votre feuille. Maintenant, on s'en va vers la cotation, mais on a d'autres choses à faire avant ça. Par exemple, OK, je reprends mon modèle 3D, je le modifie rapidement pour vous montrer une option que je ne peux pas vous montrer sinon. Je plug un trou ici. OK? Et ce trou-là, j'en ai besoin dans un contexte de répétition circulaire. Il faut que je vous parle du 3D aussi par rapport aux répétitions. Il y a quelque chose que j'ai réalisé en fin de semaine que je ne vous avais pas montré encore. Donc, mon élément de référence va être le cylindre qui est ici. Le composant va être le trou qui est là. Je vais avoir une couronne entière et j'en veux 5. Bon, ben, OK. J'ai rendu 3, c'est correct. C'est pareil. Bon, j'obtiens ceci. Bon, avant de coter, parce que pour faire notre cotation, c'est sûr qu'on va avoir besoin de mettre le diamètre des trous, on va avoir besoin de mettre le diamètre du bolt circle diameter, on va avoir besoin de mettre la hauteur de la pièce, la longueur de la pièce, ça. Sauf que vous allez très régulièrement référer aux lignes d'axe pour faire vos cotations. Donc, il serait peut-être important que vos lignes d'axe soient correctes en partant.
quand vous faites une extraction automatique des lignes d'axe qui s'est faite quand j'ai extrait et vu qui sont ici, c'est correct. Parce que la ligne d'axe qui s'est bâtie, c'est faite par rapport au cercle et c'est faite en fonction de la verticale et de l'horizontale de la vue. OK? Et de la verticale et de l'horizontale de la feuille, qui coïncident dans ce cas-ci. Mais, quand j'arrive là, j'ai exactement les mêmes lignes d'axe. Ça peut faire l'affaire, mais c'est pas correct. Au lieu d'avoir ça, je devrais plutôt avoir une ligne d'axe avec une référence sur ce cercle-là, avec ceci comme référence. C'est plus joli. OK? Parce que là, je réfère vraiment au côté. OK? Cette ligne-ci réfère à ce côté-là de la pièce. Et si moi, j'ai à côté la position de ce trou-là, par exemple, par rapport au coin, ce qui ne serait pas une bonne cote, là, mais si c'est ça que j'avais à faire pareil, bien, au moins, là, j'ai quelque chose pour m'y accrocher puis qui fait de l'allure. Je n'aurais pas une ligne d'axe tout croche. Maintenant, j'ai un pattern de trou ici. L'extraction m'a donné 3 lignes d'axe, verticale, horizontale. Bien joli, c'est pas ça que je veux. Dans un code pattern comme ça, pour montrer le pattern et aussi pour pouvoir le coter, il va être nécessaire de référer l'ensemble des éléments du pattern à sa référence. La référence qui est dans ce cas-ci, ce gros trou-là. Donc, j'aurais besoin de faire des lignes d'axe pour chacun de ces petits cercles-là qui sont orientés vers le centre du grand trou et qui donnent à ce moment-là une ligne courbe ici qui va être correspondante au bold circle diameter de mes trous. Pour faire ça, même principe qu'ici. OK? Donc, arc centré avec référence. Je peux double-cliquer parce que j'ai 3 fois à faire la job. Clic-clic. Petit cercle, grand cercle. Petit cercle, grand cercle. Petit cercle, grand cercle. Si je veux coter là-dessus, ce serait pratique que mon grand cercle se prolonge. C'est sûr que vous pouvez le trafiquer en venant utiliser une option de dessin comme ça, en vous localisant au centre, en vous rendant jusqu'ici, en prenant ce cercle-là, en changeant le trait, en le mettant en ligne d'axe. Il y a toujours moyen de faire des choses comme ça. Mais vous prenez du temps et c'est pas flexible. Si ce trou-là se déplace dans le modèle 3D, bien mon cercle il reste à la même place, lui. Donc il va falloir que je vienne retravailler ça. Ça va avoir de la fou, c'est pas correct. OK? Mais ça marche. Il y a tout le temps moyen de patcher. Ce que vous allez faire plutôt, une fois que vous avez généré votre ligne d'axe qui est associée à votre trou, quand vous le sélectionnez, vous avez des grips. Si vous déplacez un grip ou une poignée, tout bouge de la même façon. OK? Sauf que rien ne vous empêche de sélectionner à l'aide de la touche CTRL un seul grip et de faire quelque chose comme ça. Donc là, à ce moment-là, ça, c'est la ligne d'axe d'un des trous. Les autres sont petites, c'est pas grave, ça se superpose. Mais j'ai maintenant des éléments pour être capable de travailler dessus. OK? Ici, je n'ai pas fait attention, j'ai des trous à fond plat. Ça, c'est une technicalité de dessin, mais on va en parler pareil. OK? Si c'est ça que je veux, ça se fait, ça coûte plus cher. Je ne peux pas percer ce trou-là. Je dois le fraiser. Je ne peux pas percer ces trous-là, je dois les fraiser. Donc, si je veux fraiser celui-là, mais percer ceux-ci parce que ça s'usine plus vite, ça coûte moins cher en fait. Donc, ces trous-là, je m'arrange pour leur demander un fond en V, 120 degrés, puis ça va faire quelque chose de mieux. Et c'est surtout que quand je vais arriver sur mon dessin, voilà, ça va paraître. OK? Donc, on a fait des lignes d'axe sur des cercles, mais on peut avoir besoin de faire des lignes d'axe sur des cylindres. OK? Comme tantôt, là, je ne réfère plus à ces axes-là, je réfère à celui-ci. Axe milieu. Tout, tout. Même principe que tantôt. Il vient de me faire un axe, j'ai 2 grips. Si ça m'arrange de faire dépasser la ligne d'axe plus d'un côté que de l'autre, je peux retravailler ça. C'est un élément modifiable. OK? Si maintenant, ça n'a pas été spécifié comme tel, mais que je veux, par exemple, identifier que ce cercle-là est un trou
fileté. OK, je vais effacer cette ligne d'axe-là. Et je deviendrai maintenant demander un axe filetage. Donc là, c'est sûr que j'ai un chanfrein. Là, à cause du chanfrein, j'ai deux lignes. C'est que cette ligne-là, attendez un peu. C'est ça qu'un filetage va vous faire. Il va vous rajouter un petit cercle pointillé autour, OK, pour représenter que l'objet est fileté. Si vous ne l'avez pas défini comme tel dans le modèle 3D, parce que si vous l'avez défini comme ça dans le modèle 3D, OK, on revient là-dessus. J'efface ceci. J'efface ceci. J'efface ceci. 3D. Je prends ce trou-là. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'était son diamètre, mais ça sera pas grave. On va le mettre taraudé. On va aller chercher du UNC ou du UNF interne. OK. On va le mettre, j'étais à 100 millième, donc c'est pas loin d'un 12. Ouf, non. Pas loin d'un 10. OK. Bon, on va dire que ça c'est mon 10. Est-ce que c'est taraudé? Vous vous rappelez comment on regarde si ce modèle-là, si ces trous-là sont taraudés ou pas? Comment je peux savoir que ces trous-là sont taraudés? À part l'icône qui est là. L'icône me le montre, OK? On voit qu'il y a un petit cerne là, autour du trou. OK? Puis si c'est une pièce qui a 6 pieds de long, qui a 250 trous dedans, puis que tu sais qu'il y en a 8 qui sont taraudés, tu vas ouvrir chacun des trous? Ça peut être long. OK? On peut peut-être penser à ce moment-là faire une analyse comme ceci, puis te faire appliquer, puis ça va me spotter mes trous taraudés. Ça va vite. Ça va être pratique. OK? C'est ça que vous devez apprendre à faire. C'est quoi Et vous pensez qu'est-ce que je pourrais poser comme question d'examen? Vous donnez une pièce abominable, puis vous demandez juste de me l'analyser. Me donner de l'information, de faire une petite modification. Puis ça, là, c'est abominable en examen, là, mais ça peut être votre premier job là, quand vous allez travailler SketchUp. Sachez utiliser vos commandes, c'est tout à votre avantage. On clique là-dessus. Analyse de taraudage, filetage, appliquer. Tout. Ça va bien? Hein? Oui, il y a toute une structure là, de analyse simulation aussi. Analyse statique principalement. Hein? Mais oui, tu peux en faire. Pardon? Si vous allez apprendre ça à l'université. Moi, je ne touche pas à ça ici pour deux raisons. D'abord, on va commencer par vous faire apprendre que la somme des forces, la somme des moments est égale à 0 à l'équilibre. Puis, deuxième des choses, c'est que pour pouvoir utiliser adéquatement un logiciel comme ça, il faut savoir en faire comme il faut avant d'inventer la roue, puis de faire n'importe quoi, puis de devenir dangereux. Ça fait que j'aime mieux ne pas vous donner rien. J'en connais pas beaucoup, mais ce que je connais est pas suffisant là, pour pouvoir vous guider adéquatement. Fait que je m'abstiens. Je ne me prétends pas analyse de stress sur 4 J'aimerais ça, là, mais ça veut dire, pour moi en tout cas, ça veut dire au moins 1 an et demi, 2 ans à travailler là-dessus à temps plein pour savoir ce que je fais. Je vous montrerai pas là, les quelques niaiseries que je sais faire, là, parce qu'obtenir des couleurs là-dessus, ça prend 30 secondes. OK? J'ai changé mes trous pour des trous filetés. Si les propriétés de ma vue permettent le taraudage, parce que si je le fais, si j'update et ça apparaît pas, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas bien fait ou que le logiciel ne le fait pas. C'est peut-être juste mon réglage qui n'est pas fait. Donc, si les réglages sont faits en conséquence, mes trous vont apparaître comme ceci, automatiquement. Ce qui est fantastique, sauf que c'est pas correct. On a le même problème que tantôt. Donc, on scrape ça de la même façon. Et comme pour les trous que j'ai fait en référence à, c'est-à-dire centré par rapport à une référence, je peux aussi faire des trous filetés en relation avec une référence. Donc, on redouble-clique là-dessus, puis je viens ramasser le petit, le grand, le petit, le grand, le petit, le grand. J'en ramasse un des trois. Une fois que ça c'est fait, je prends un des 4 grips,
et je fais le tour pour arriver ici. OK? Donc, tout ça me permet d'aller chercher mes représentations correctes. Parce que vous allez avoir sur une vue comme ceci, à réutiliser peut-être après ça, cette ligne d'axe-là et possiblement cette ligne d'axe-là pour être capable de venir faire une cotation entre la ligne ici et la ligne là pour coter l'angle de 120 degrés qui va entre chacun des trous 3 fois 120 et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que vous devez être capable de vous produire votre géométrie pour vous accrocher dessus et sortir vos cotes par la suite. D'accord? Donc, vous avez toute une section de ligne d'axe, ligne d'axe et filetage. Si c'est pas vraiment ça que le dessin, mais on va effacer la géométrie pour vous montrer la fonctionnalité. Si vous avez deux trous quelque part dans l'espace et que vous utilisez ce mode-là, ben, ça va vous permettre automatiquement d'obtenir vos trous en relation, c'est-à-dire quelque chose comme ceci. OK? Une ligne d'axe qui relie le centre de chacun des trous et des lignes d'axe perpendiculaires qui passent par chacun des autres axes aussi. OK? Donc, si vous avez, par exemple, une rainure oblongue ou en poire ou des choses du genre, c'est le genre de cotation que vous pouvez avoir à faire pour faire votre représentation de tout ça. Ça, OK, on a passé à travers tout ça aussi. OK, les annotations générales. Ah, petite cote mauve. Petite cote mauve, tiens. Petite cote mauve. Ça va arriver, ça, que vous allez avoir des petites cotes mauves suite à une mise à jour, quelque chose du genre. Et ce qu'on est en train de vous dire avec ça, c'est que votre cotation est temporairement déconnectée de votre géométrie. OK? C'est sûr que vous pouvez l'effacer et la refaire. Mais, vous avez ici une série d'outils dont on va parler dans pas très longtemps, mais dont le premier s'appelle rediriger une cote. En prenant cet outil-là, en sélectionnant la cote, en resélectionnant... Ah, en fait, écoutez, la raison pour laquelle il est devenu mauve, c'est que j'ai effacé la ligne d'axe qui était ici parce que je l'ai remplacée par ce que j'ai maintenant là. Donc là, je vais venir rediriger cette cote-là sur cette ligne d'axe-ci et cette ligne d'axe-là, et ma cote va redevenir noire. Okay? Donc, si vous altérez des éléments, si vous changez le 3D des fois, vous allez faire une mise à jour de votre dessin et vous allez avoir des cotes mauves comme ça se reconnecte. Les plus difficiles à reconnecter sont les cotes diamétrales. Au pire, vous l'effacez, vous le refaites. Mais, cet outil... Pardon? Des fois, quand on refait la cote de diamètre rayon, ça marche pas non plus. Quand tu la reconnectes ou quand tu la refais? Ça reste Si le solide est à jour normalement, si le solide et le dessin est à jour normalement, tu devrais toujours être capable de créer une nouvelle cote. Mais c'est que si à un moment donné, un ou l'autre n'est pas à jour par rapport au modèle, un par rapport à l'autre, tu peux avoir des problèmes comme ça. Mais normalement, tu devrais pouvoir créer une nouvelle cote. OK? Donc, ça c'est bon. On va aller voir les petites options. Je vais terminer par les cotations. On va aller voir tous les cossins qui sont autour, là. Donc, si vous avez du texte à faire pour rajouter une annotation, n'oubliez pas que le texte est créé dans la vue qui est active. Donc, si vous avez à mettre une annotation ici, venez pas faire du texte comme ça. Parce que oui, ça apparaît à côté de l'endroit où vous voulez que ça apparaisse, sauf que c'est accroché à cette vue-là. Fait que si vous la déplacez, bien, le texte, ça saute. OK? Donc, on double-clique sur la vue avant de venir créer son texte. Et on rajoute ce qu'on désire. Si vous avez un texte à faire qui contient plusieurs lignes, CTRL-ENTER pour changer de ligne, parce que si vous faites juste Enter, vous sortez de là. OK? Vous avez à l'intérieur d'une boîte de texte, évidemment, la possibilité de référer aux outils de justification, à l'emplacement de votre texte par rapport à votre référence. Vous pouvez rajouter des caractères spéciaux, des choses du genre. OK? Maintenant, si vous avez à faire un texte avec une ligne de renvoi, ou ce qu'on appelle communément un leader, même principe, vous allez sélectionner l'objet où vous voulez que votre ligne de renvoi se rattache d'abord, l'endroit où vous allez accrocher votre texte, vous inscrivez votre texte, vous avez le loisir à ce moment-là de relocaliser, la ligne de renvoi reste attachée.
Notez cependant que votre ligne de renvoi, dans certains cas, il y a un petit il y a un petit losange jaune ici, là. Donc, vous avez le loisir de déplacer habituellement sur la géométrie du solide. C'est pas intelligent, là. Vous pouvez vous enligner n'importe où avec ça. Sauf que si vous êtes pris pour devoir coter quelque chose là, vous passez à travers votre pièce, c'est pas habituellement la façon de faire. Des fois, vous êtes pris dans l'espace et vous devez contourner de l'information ou du dessin par rapport à ça. Vous pouvez donc aller sur le petit losange, accéder au menu contextuel et ajouter une interruption. Pardon, pas une interruption. Undo, pas ça que je voulais faire. Ajouter un point. Donc, c'est ça que je voulais faire. Okay? Donc, vous pouvez faire ce genre de choses-là. Okay? Et éventuellement, si vous avez encore à retravailler le modèle, vous pouvez venir sur ce point-là et supprimer le point pour revenir à votre définition originale. Une fois que vous êtes rendu là, peut-être que vous ne voulez pas avoir une flèche comme symbole, mais vous aimeriez plutôt un gros point ou n'importe quoi d'autre. Donc, vous avez le choix de votre symbole comme ceci. OK, supprimer ligne d'attache tout autour, rigide. Bon, pour les lignes de renvoi, c'est le genre... Ah non! Là, je suis accroché... En fait, je vais vous montrer ça pour autre chose, mais on va le retrouver tantôt. Je suis accroché sur ce carreau-là. Mais, je pourrais peut-être, dans certains cas, et ça se présente plus pour les tolérances géométriques, je pourrais peut-être vouloir m'accrocher ailleurs. Donc, le cercle qui est ici me permet d'habitude de déplacer mon emplacement. Ici, je n'ai pas beaucoup de choix parce que c'est un texte. Pour une cotation, pour une tolérance géométrique, je vais pouvoir m'accrocher à différents endroits. Donc, on va le voir tantôt. OK? Donc, ça, c'est pour mon leader. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai comme autre option? Reproduction de texte, si je veux créer ce texte-là. OK, ça. Bon, là, je fouille, je n'utilise jamais ça, mais c'est pour reproduire du texte en principe. Si je veux avoir un numéro de pièce, donc les ballons, fonction automatique, c'est-à-dire que c'est une fonction qui me permet de créer des ballons comme ça. J'ai toujours le loisir de changer la grosseur de mon numéro, tout ça. Ça me donne un texte avec un cercle autour, mais que je pourrais vouloir changer peut-être pour... non, dans ce cas-ci, il m'offre pas bien des options, ça fait qu'on va vous montrer comment faire ça autrement. OK, donc, ça me donne un cercle avec centré sur mon texte et une ligne de renvoi qui s'oriente vers le centre de tout ça, mais j'ai la possibilité d'éditer mon numéro pour ce que je veux. OK? Si je voulais faire quelque chose de semblable, mais où je voulais avoir un triangle, OK? Bien, ça veut dire que je me ferais d'abord un renvoi par rapport à ça ici. Je m'en viendrais me chercher un encadré, disons, triangulaire. OK? J'irai chercher ma position, ma valeur, quelque chose comme ça ici. Et là, j'ai pas bien des choix pour jouer avec. OK? Ensuite de ça, si j'avais... Ceci, ça sert plus là, quand on va aller identifier des datums. Donc, j'ai le loisir de venir rajouter un diamètre 0.500. Comme ça, là. Okay, il faut choisir évidemment le texte en conséquence, mais ça y va. On remarque que les deux dernières options m'ont donné des pointes de flèche vides. Bouton de droite, pardon, pas bouton de droite, petit losange jaune, forme du symbole, flèche pleine. Okay. Ça devrait normalement être fait. Donc, si ça ne se fait pas automatique, vous le finalisez manuel. Et pour ce genre de texte-là, c'est déjà pas si mal. Si on va maintenant regarder ça, OK, c'est ici. Si on va regarder les symboles spéciaux,
Vous voulez montrer, par exemple, que cette face-là est une face usinée, donc vous avez le loisir d'utiliser le symbole d'usinage ici ou le symbole de rugosité, choisir votre face, ça va apparaître. Vous avez la possibilité d'éditer le contenu de votre boîte de dialogue, de changer, si c'était le cas, par une référence circulaire. On s'entend que ce que je dessine là n'a pas d'allure, là, mais vous avez des choix comme ça pour faire votre représentation de rugosité, si c'est nécessaire. Vous avez la possibilité de mettre des symboles de soudage de la même façon. Donc, encore une fois, vous déterminez à quel endroit vous voulez votre symbole. Et là, vous avez tout ce que vous voulez désirer par rapport à ça. GT, A, W, pas de Q. OK, avec, je sais pas moi, un petit crochet comme ça, un petit crochet comme ça. OK, donc. Mais tout ça, ce sont des leaders. Donc, encore une fois, cliquez ici, vous êtes capable de déplacer en fonction de votre géométrie. Vous êtes capable d'éditer le petit losange, changer le symbole. OK? Donc, c'est tout le temps la même base, mais vous changez avec votre type de représentation. Et cette dernière petite chose-là, je cherche un endroit où je peux peut-être l'exploiter. On va essayer ça ici et là. OK? Donc, vous pouvez, puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est exploité. La fonctionnalité est là. Ça, c'est une question d'entreprise. J'utilise ça, j'utilise pas ça pour représenter mes soudages. Ça fait une patch noire. Ça fait une patch noire pour montrer le cordon de soudure que vous pouvez donc déterminer en fonction de la grandeur que vous voulez. Mais on voit comment c'est pas intelligent. Là, je suis en train de coter sur ma coupe partielle dans mon dessin. Là, donc, on ne réfère pas du tout à la géométrie là-dessus. Donc, 125 millièmes, ça va donner quelque chose comme ceci. Là, présentement, je suis triangulaire, mais je pourrais avoir une bosse comme ceci. Je pourrais avoir un creux comme cela. Je pourrais avoir, ça je sais pas qu'est-ce que ça signifie, là vous avez du remplissage dans d'autres cas, ok, donc, ça s'en va pas longtemps, je sais pas, ok, donc c'est une des fonctionnalités qui est là si besoin est. Ceci, vous avez dans votre dessin à insérer un tableau pour de l'information. Par exemple, vous pouvez avoir OK, sur cette vue-là, OK, attendez un peu, je vais vous en faire un vite, là, parce que ça se fait, ce genre de choses-là. Sur cette vue-là, il a été nécessaire, à un moment donné, de définir quelque chose à partir d'une spline. Donc, toc, 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 clore la spline. OK? Donc, tous ces points-là, OK, les points de contrôle, ont techniquement des coordonnées spatiales. Je pourrais donc, à ce moment-là, idéalement, ce que j'aurais dû faire, c'est de venir me créer une série de points en output. On se rappelle les composants sortis? OK? Donc, je mets mes points à différents endroits. Voyons. Clic, 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 clic. Et quand je sors dans mon modèle 3D, ben, mes points sont encore là, ce qui va me permettre, par exemple, de prendre tout ceci et de décider de faire un paquet là-dedans. Pas pleine longueur, on va y aller sur point 1. Il contient des points de géométrie, ok. Un peu annulé. Je vais juste revenir dans mon esquisse. Il n'a pas voulu prendre analyse esquisse. Ah merde. Ça. Les as-tu faites?
si j'y vais comme ça. Bon, ok. Mes points sont là, mon contour est là, j'ai mes points qui sont ici, fenêtre, drawing, update. Bon, je tombe là-dessus, évidemment. Bon, ben tiens, ça va être bon, ça. On va clairer de la place. On va enlever les lignes cachées. Les lignes d'axe. Et il va nous rester ceci. Sauf que, moi, je veux définir cette forme tout croche-là à partir de mes points. OK? Donc, bouton de droite, propriété. Là, je veux faire apparaître mes points 3D dans ma vue. Donc, on va projeter des éléments filaires à l'intérieur de mon dessin. Je vais les avoir. Première des choses. Maintenant, je pourrais connaître les coordonnées de ces points-là et je pourrais vouloir entrer les coordonnées. Donc, je pourrais vouloir me faire une table. Le tableau me demande d'activer la vue et si je veux garder un peu de versatilité, je ne mettrai peut-être pas le tableau dans la vue en tant que tel. Je vais peut-être me créer une nouvelle vue près de l'endroit où je n'ai besoin. Elle s'appelle vue de face, on vit avec, c'est correct. Mais c'est que dans cette vue de face-là, je vais venir me créer un tableau avec une référence de points, un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Donc, je risque d'avoir besoin d'une coordonnée XY, je risque d'avoir besoin de 10 points. Donc, 3 colonnes et 12 lignes pour être capable d'avoir un en-tête, d'avoir da. Donc, poup, je vais avoir ça ici. Donc, j'ai mon tableau que je peux relocaliser dans ma vue. Je peux me relocaliser à l'origine, c'est comme je veux, tout ça. C'est pas nécessaire. Ça, je n'aurais plus besoin. Ça, je peux le cacher. Et j'ai un tableau pour jouer avec. C'est pas un tableau Excel. OK, ça travaille comme un tableau, mais c'est pas un tableau Excel. C'est-à-dire que pour éditer le contenu, je double-clique dans le tableau d'abord pour l'activer. Ce qui me donne la possibilité de venir dans les en-têtes et dans les définitions de marge. Régler la taille, par exemple. Donc, je peux définir une taille ici qui était à 0.94, je ne sais pas trop quoi. Je peux mettre ça à 1,5 pouce pur et... Oups! 5. J'ai pas pris mon keypad numérique, pourquoi? Taille. 1 point. Ah, il prend pas le point. OK, donc il faut y mettre une virgule. 1,5. Enter. OK, donc je peux changer comme ça. Ici, c'est pareil. Taille. Définir la taille. Donc, 0,5. Il va le prendre. Si maintenant j'écris quelque chose là-dedans et que je double-clique, donc je rentre dans cette cellule-là, 1 va se localiser en haut à gauche, mais moi si je veux changer la position de ça, bouton de droite, propriété, donc là je tombe dans des options de texte, je tombe dans des options de justification, centre, milieu centre, je peux aller créer mon graphique, ma police là-dedans, donc on va aller chercher du 250 en mauve, appliqué, ce genre de poutine-là. Donc, vous pouvez faire ça dans une table et jouer avec. Donc, vous pourriez avoir, dans ce contexte-là, un beau tableau que vous auriez édité point par point. Mais c'est embêtant de faire ça parce que c'est long, il faut que vous connaissiez vos coordonnées. Vous pouvez donc être intéressé à scraper le tableau, à garder votre vue active, et à venir chercher dans vos cotations, parce qu'on va au moins, on va revenir à l'envers. Si on va dans les cotations, vous avez plein de choix, mais vous avez dans les derniers choix ceci. Tableau de cote de trous et tableau de cote de coordonnées. Donc, tableau de cote de coordonnées me demande de sélectionner les éléments cotés. C'est toujours mieux. Si vous n'avez rien qu'un, c'est pas grave, mais si vous en avez plusieurs, vous êtes mieux de les présélectionner à l'avance avant d'aller chercher cette option-là et de présélectionner dans l'ordre où vous voulez que vos points apparaissent.
Donc, si on dit que la définition va se faire à partir d'une spline, qu'on va commencer en haut, comme je l'ai fait, j'ai commencé ici, puis j'ai fait le tour. Donc, ça, ce serait mon premier point. Contrôle, le deuxième. Contrôle, le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Le septième. Le huitième. Le neuvième. Et le dixième. Donc, j'ai choisi mes points. Je viens chercher ma fonction. On m'offre par défaut l'origine du système d'axe 3D de ma pièce. Ça tombe bien, c'est ça que je voulais utiliser. Sinon, je pourrais redéfinir avec deux nouvelles lignes, le X et le Y. Et ensuite de ça, je détermine comment je veux faire ma représentation. Si je veux utiliser référence XY, si je veux utiliser des lettres majuscules pour définir chacun de mes points, des lettres minuscules, des chiffres. OK? Supposons qu'on y va avec des lettres majuscules et qu'on dit référence, pas de point, X, Y, OK. J'ai donc ceci qui apparaît. C'est un tableau comme je viens de vous montrer, mais il est déjà prémonté. OK? Le seul hic, c'est que si je veux mes coordonnées précises, là, je suis pogné avec 2 décimales. Si je reviens là-dessus et que je viens sélectionner tout ça et que j'essaie de voir, je ne peux pas modifier mes décimales. OK? On laisse ça de même pour tout de suite. Parce que je sais que là, je suis déjà un petit peu deep dans ce que je suis en train de vous expliquer. Je vous reviens là-dessus. Mais là, je suis prêt avec une décimale. Je vais vous montrer comment en avoir 4, 6, 12, 22, si ça vous tente. Prochain cours. OK? Mais je peux générer un tableau de points et vous remarquez que mes points sont identifiés dans l'ordre où je les ai sélectionnés, que j'ai une lettre pour chacun des autres, que ça me donne un indice dans le tableau. OK? Pour tout de suite, là, c'est tout ce que vous avez besoin. Je pense que j'ai un exercice que je peux vous donner pour exploiter ça. Ça serait bon. Ça serait bon que vous puissiez le pratiquer là, quelque part parce que c'est toujours se retrouver dans un examen, on ne sait jamais. Les affaires qui tombent dans un examen des fois. Là. C'est étonnant. OK? Donc, ça c'est pour les tableaux de points. Si maintenant, je reviens sur... Ah, j'ai perdu ma vue auxiliaire? Non, ici. OK. Supposons que... C'est pas vraiment évident là, pour mon affaire, mais supposons que je veuille coter mes trous de la même façon. Ben, j'ai une fonction très semblable à côté qui s'appelle tableau de code de trous. Ou là encore, je suis mieux de dire, OK, premier, deuxième, troisième. Là, je vais faire attention. Je vais ramasser les cercles et non pas la représentation de taraudage. Je vous montre pourquoi après. Donc, je m'en viens chercher ça ici. OK, tableau de code de trou. Clic. OK. Là encore, il ramasse un point de référence quelque part. Je vais essayer de relocaliser mon X ici. Attendez un peu. Mon X référence 2D. Ça, je les veux. Je veux redéfinir. Attendez un peu. Ça, c'est ma localisation. C'est pas ça que je veux. Il me le fait automatiquement par ma vue. Je peux-tu définir un système d'axe auxiliaire là-dessus? J'y reviens. Mais en tout cas, en supposant que je sois ici comme ça, j'accepte ça. J'ai mes références XY diamètre. Ce qui apparaît en plus, c'est la valeur du diamètre du trou que j'ai sélectionné. OK? Donc, je vais chercher ça comme ça. Maintenant, ça, on a fait le tour, on a parlé des tableaux, Si, tant qu'à être dans une vue ouverte, j'avais dessiné et que j'étais intéressé à assurer ça, ben, j'ai des outils d'assurage. OK, donc je peux venir sélectionner juste ma géométrie. Ah, il ne le ramasse pas sur mon élément dessiné. OK, il va me permettre d'assurer ici, tu vois.
me permettre d'assurer comme ça. Si j'ai réédité mon assurage, double-clic dessus, ça m'amène dans une boîte de dialogue. Je peux changer mon pas. OK, si j'applique, on va voir que ça resserre un peu. Vous pouvez changer votre orientation. Vous pouvez changer votre type de ligne si c'est nécessaire dans certains cas. Vos hachures sont définies. Si vous avez un matériau qui est assigné à votre pièce, quand vous allez extraire vos coupes, les hachures vont automatiquement se mettre dedans en fonction du matériau établi. Vous pouvez remplacer vos hachures par des nuages de points. Même principe au niveau des espacements. Vous pouvez décider d'y aller solide. Okay. Des fois, pour mettre une marque dans un dessin, là, pour représenter, pour créer des symboles surtout, ça peut être intéressant. Okay. Et vous pouvez aussi coller une image. Puis là, vous avez différents choix d'images disponibles. Vous pouvez aller en chercher là où vous désirez. Si vous prenez le site de Dassault, ben, ça ressemble à ça. Là. Mais vous pouvez faire un mapping sur quelque chose à un moment donné pour de la brique sur un mur ou du gazon sur un sol, des choses genre. Vous pouvez coller des images comme ça dans votre dessin en termes d'assurage. Donc, là, on a fait le tour de pas mal de petits cossins. Et il nous reste les hachures. Pas les hachures, pardon, mais les cotations. Donc, pour les cotations, pour tout de suite, on ne verra pas grand-chose. Parce que là, je sais que à 10h22, là, on en a pas mal. Cette première option-là, OK, qui s'appelle cotation, les fait presque toutes. OK? Donc, avec un bon choix d'éléments, quand vient le temps de faire vos cotations, double-clic, vous pouvez coter la longueur d'un élément, la distance entre deux éléments, la coordonnée d'un point, le diamètre d'un trou, bouton de droite, le rayon d'un arc, une longueur horizontale comme une longueur verticale. OK? C'est comme ça que ça se fait. Celle-là, je la reprends parce que je sais que vous l'avez peut-être cherché ou vous allez la chercher, mais vous devez coter votre élément, vous commencez à le créer par défaut. Puis en fait, ce que je suis en train de faire là, réfère à ce que vous avez dans la palette d'outils Kitty. Vous pourriez faire en venant faire des clics. Là. Par défaut, vous êtes en mode code projeté. Ce qui fait que par défaut, vous devriez pouvoir faire ça, ça, ça avec votre code. Juste en déplaçant votre curseur. Mais, des fois, ça ne répond pas comme vous voulez, cette affaire-là. Donc, vous pouvez forcer à être vraiment sur l'élément. Donc, ça va vous donner tout le temps la distance la plus courte sur l'élément. Ou vous pouvez forcer de la cotation horizontale comme de la cotation verticale. À la limite, mais je n'ai pas ce qu'il faut dans cette vue-ci. On va revenir à ça. Ici, je peux peut-être tenter le coup de venir coter ceci en fonction d'une direction établie par cette ligne-là, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance, là. OK, les lignes d'attache sont perpendiculaires à la deuxième ligne que j'ai sélectionnée. Donc, vous cotez à une certaine orientation. Des fois, il faut faire ce genre de niaiserie-là pour quelque chose. OK? Et c'est pour ça que je vous disais que 80% des codes, vous n'aurez pas de problème avec. Les derniers 20%, vous allez vous faire ramasser. Là. Quand vous allez travailler, comme quand vous allez être en examen, si vous ne les avez jamais essayés avant, vous allez vous faire ramasser avec ce dernier 20%-là. C'est plate, c'est ceux-là qui ont tous les points. Les autres sont faciles à faire.
Mais les codes faciles, je ne donne pas de points. Les codes difficiles, je regarde si le monde a suivi ou si le monde pitonnait. Facile. Okay. Fait que ça. Puis là, évidemment, on peut tout redésélectionner ça parce que par défaut, là, vous voulez conserver le mode cotation sur l'élément. OK? Parce que ça vous donne tout de suite qu'est-ce que vous voulez. Petit détail qui peut être intéressant dans certains cas. Je déclique ça puis je sors de mon mode cotation pour me faire de la place. Des fois, vous voulez coter à partir de la projection d'éléments. C'est-à-dire que pour une raison quelconque, vous avez une pointe, il y a un rayon qui s'est rajouté, mais vous voulez coter à la fin de la pointe parce qu'on ne peut pas modéliser sinon. Là. Ben tiens, exemple. Un exemple, vous mettez le mot. Je m'en viens ici avec un petit rayon. Ou peut-être lui, non, lui il ne passera pas à cause de ma géométrie, ça fait que l'autre, je vais pouvoir jouer un peu plus. Je veux coter la distance entre cette ligne-là et l'intersection de la pointe que j'avais avant de faire le rayon. Okay? Et puis là, c'est sûr que je peux toujours, et ça, connaissez le truc, ça peut vous dépanner des fois que ça ne marche pas, je peux toujours venir dessiner par-dessus quelque chose de même. Quelque chose de même. Venir après ça, nettoyer la place. Clic, clic. Venir après ça, relimiter cette ligne-là. Faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Prendre ensuite le résultat. Rendre mes lignes minces et fantômes. Et venir finalement coter. Je retrouve ma cote. Entre cette ligne-là et le point ici. Et avec un peu de chance, ça devrait marcher. Il veut pas? Non, il a ramassé le point. Pourquoi il n'a pas ramassé? Ça, entre ça et cette ligne-ci. On va y arriver pareil, là, mais vertical. C'est vertical, ça? Ça, c'est vertical. OK? En tout cas, vous voyez l'idée, là? Je pourrais faire ce genre de niaiserie-là, puis c'est long et pénible, puis ça ne marche pas tout le temps. Donc, ce que je peux tenter, quand ça roule pas, quand je vais faire ma cote, j'ai ceci. Ah, OK, c'est parce que ici, j'étais en mode vertical, c'est pas ça que je veux. Je m'en vais sur l'élément. Je m'en viens chercher ici détection des points d'épure. Et le point d'épure va être... Remarquez ce qui se passe ici, là. Quand je m'en vais au bon endroit, il reconnaît le point qui est l'intersection des deux lignes qui se rapprochent dans ce coin-là. Tic. Donc voilà l'information que je cherche. OK? Puis il me la représente comme ceci. Donc il est allé la chercher. OK? Ça, c'est un mode que vous activez et que vous désactivez après, parce que ça il donne des points comme ça partout. Ça peut être embêtant. OK? On va arrêter là. Il reste tout ça à voir, mais avec déjà ce que vous avez, là, vous pouvez faire un paquet de cotations. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de commencer des dessins. Même s'il vous manque des bouts, là, commencez des dessins de pièces que vous avez déjà faites et pratiquez-vous à faire vos cotes. À un moment donné, vous arrivez, puis il y en a une que vous ne pouvez pas faire, celle-là, notez-la, ou en tout cas, laissez-vous une trace, là, on garde ça pour le prochain cours. Le prochain cours, on va finir de faire la cotation, puis ça va être la pratique. Je ne peux pas vous présenter ça à tous les cours d'ici à la fin de la session, c'est tout le temps la même affaire, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a un petit code ci, il y a un petit code ça, il n'y a pas de place ci, il n'y a pas de place là, on va faire, tu sais, comme par exemple, j'avais tantôt quelque chose comme ceci, mais en fait, c'était cette ligne-là que je sortais comme ci et comme cela. Quand j'ai deux cotes qui se croisent comme ça, pas mauvais d'en briser une des deux. OK? Prochain cours.
Je vous montrerai comment faire ça pour tout de suite. Faites-le juste de même. On verra comment faire ça. Ça peut aider à la clarification, amener d'en briser une par rapport à l'autre pour permettre de passer, surtout quand vous avez plusieurs codes. C'est toujours la même chose. Quand vous avez 10 codes sur un dessin, c'est pas dramatique. Quand vous en avez 150, c'est d'autres chose. Donc, on veut l'information le plus claire possible. Donc, on cesse ça là. Et je fais une pause.